Aujourd'hui, face à vous, toute l'équipe de La Chasse au Trésor, cette émission qui passe le dimanche après-midi vers 18h sur Antenne 2. En tête de cette équipe, le producteur Jacques-Antoine. Jacques, vous êtes déjà venu nous expliquer comment se passait cette émission, comment vous l'aviez imaginée et comment vous la réalisiez. Bien maintenant, j'aimerais que vous nous présentiez vos principaux collaborateurs, car comme toujours, il en manque quelques-uns. Oui, bien sûr, oui. Il manque même un des collaborateurs essentiels, c'est le caméraman. Parce que vous verrez, je pense que les téléspectateurs verront. On a filmé, alors il ne manque pas vraiment. Voilà. Il sera là. Ils verront au cours de l'émission qu'il joue un rôle très important. Il s'appelle Jean-Yves Le Ménère. Alors, bien entendu, il y a Philippe Gildas, Philippe de Dieu-le-Veut, deux Philippe. J'avoue que c'est un peu compliqué, surtout pour des gens qui doivent se parler au téléphone. À vous, Philippe? Oui, Philippe, c'est toi, Philippe? Oui, c'est moi. Si c'est Philippe, c'est Philippe? Oui, enfin, bah, on n'a pas osé les débaptiser. Ensuite, il y a Jean-Hugues Noël, qui est un assistant qui procède au repérage. Il vous expliquera ça tout à l'heure, ainsi que René Denis. Oui. Les réalisateurs, Jean-Jacques Pasquier et Claude Savary. Bien. Alors, Philippe Gildas, vous êtes le premier à qui je vais poser un certain nombre de questions, parce que vous êtes celui qui fait se poser le plus de questions aux téléspectateurs. On se demande d'abord, pour quelles raisons vous êtes sans arrêt en train de discuter, de chercher vos papiers, sans jamais regarder de téléviseur? Moi, je connais la réponse, je voudrais quand même une fois de plus que vous le disiez. Je sais que sur le téléviseur, je ne vois que moi-même, ou les concurrents qui sont avec moi, mais on n'a pas l'image. Nous sommes les seuls à ne pas avoir l'image. Au fond, est-ce que vous croyez qu'on pourrait dire que cette émission de télévision, au départ, et lorsque vous l'enregistrez, n'est qu'un jeu radiophonique? Un peu, oui. Pour les candidats et pour moi-même, ça se passe exactement comme un jeu radio. Et pour Philippe de Dieu-le-Veut, de la même façon, d'ailleurs, puisque nous travaillons, lui avec le casque sur les oreilles, et moi avec un retour sur un plateau, comme dans un studio de radio. Et nous nous entendons plus ou moins bien, d'ailleurs, c'est un autre problème, parce que c'est souvent très très loin. Oui. Et je me souviens de certaines émissions en Afrique du Sud, ou bien en Amérique, où les liaisons étaient assez difficiles, parce qu'en plus, il y a des problèmes de décalage horaire. Et vraiment... on ne voit donc rien, puisque techniquement, ce serait pratiquement impossible. En tout cas, ça coûterait des milliards, et c'est pas du tout le but de l'opération. Donc, impossible d'avoir l'image en même temps. Donc, nous sommes les seuls à n'avoir que la liaison son. Et un son qui n'est pas toujours fameux. Si bien que la moitié de mon travail, ça consiste à essayer d'écouter et de traduire, et notamment non seulement pour les téléspectateurs, mais surtout pour les concurrents qui sont dans les mêmes conditions que moi, et qui, en plus, ont le gros désavantage d'être obligés de lire, de rechercher, de penser. Et ça paraît idiot à dire comme ça, mais c'est très difficile d'écouter quelque chose de difficile à entendre, et de lire et de suivre sa propre pensée dans un livre. En fait, vous êtes surtout l'intermédiaire entre Dieu le veut et les candidats, alors que vous jouez, et que vous avez le droit de jouer au cours de cette émission. J'ai le droit de jouer dans la mesure où je ne vois rien. Je suis donc exactement dans les mêmes conditions que le couple qui joue, mais en plus, je peux jouer... parce que je ne sais rien non plus. Je ne connais rien de l'énigme. Ce serait pas drôle. Si je connaissais l'énigme, je crois que je pourrais même pas faire l'émission à ce moment-là. Parce que je pourrais pas faire l'émission si je connaissais l'énigme, parce que je pourrais pas les aider du tout. Donc je serais un simple relais mécanique. Je serais très gêné. J'aurais peur de les conduire dans une mauvaise direction. Alors que l'avantage de ne rien savoir, c'est qu'effectivement, ça donne envie de jouer et de gagner avec eux et de les voir gagner. Quels sont les impératifs de cette émission? Vous ne la faites pas à heure fixe, je crois. Ça doit être un problème tout de même. Vous êtes obligé de l'enregistrer au moment où il fait jour? Ça, je crois que c'est un autre problème. Je sais que Jacques a déjà beaucoup répondu là-dessus, mais je crois qu'on peut le redire une fois de plus. C'est-à-dire que c'est une émission qui est diffusée en différé, mais qui s'enregistre vraiment dans les conditions du direct. Absolument. Ensuite, on ne fait que mélanger les images tournées des deux côtés. Et sur le plateau, à Paris, et avec Philippe de Dieu-le-Veut et son équipe sur le terrain. Donc on va mélanger. Ensuite, c'est le seul travail, c'est-à-dire qu'on mélange deux images, mais dans la durée réelle. Ça a été enregistré en 1 heure, ça se tourne exactement comme une émission de direct, et alors le résultat, c'est qu'effectivement, avec le décalage horaire, eh bien, quand on s'en va en Arizona, on a 9 heures de décalage. Donc les gens vont nous voir à 17h ou à 18h le dimanche, mais en fait, on a très bien pu enregistrer à 23h le soir, parce que ça correspondait à la meilleure heure pour le soleil et pour l'équipe, mais mes camarades
camarades vous expliqueront dans quelles conditions ils déterminent la bonne heure de tournage. On en a fait d'autres, plus on s'en va vers l'Est, et plus on tourne tôt le matin. C'est dans l'autre sens. Bien. Les autres impératifs que vous avez, vous êtes quand même un petit peu tenu d'attendre que tout se passe bien techniquement sur le lieu extérieur à l'étranger. Ah oui, ça doit être... les vraies difficultés, mais là encore, c'est pas mon problème à moi. C'est pas mon problème d'animateur, c'est le problème de toute l'équipe. Et c'est bien pire pour les producteurs d'ailleurs. Jacques qui est à côté mange sûrement plus de crayons en bois que moi. Oui, on se fait du souci des fois. Oui. Parce qu'il nous est arrivé quand même d'avoir la liaison 5 minutes avant l'émission. Ça se passait à l'autre bout du monde, et puis d'avoir une rupture de liaison téléphonique qui était un simple petit pépin téléphonique, mais il faut 6 heures pour le réparer. Or 6 heures quand ils sont en plein soleil par 40 degrés au Zimbabwe, ben, c'est une catastrophe. Eh oui, et de notre côté, nous, on peut attendre 6 heures. Bon, enfin, c'est très agréable. Vous parlez sans arrêt des angoisses du producteur, mais et vos concurrents, ils doivent... Quand même, c'est un métier de jouer presque pour la télévision. Oui, mais c'est un jeu quand même. Et je crois que tous les concurrents que nous avons vus jusqu'ici jouaient vraiment. Or, certains sont un petit peu plus nerveux que d'autres. On a vu une dame, effectivement, qui a failli gifler son mari pendant toute l'émission parce que elle prétendait... Pas vu ça. Oh, ça se voyait pratiquement. Elle prétendait que c'était de sa faute si elle allait perdre. Elle a fini par perdre, d'ailleurs. Et on en a vu une autre qui s'est effondrée à la fin de l'émission. On a vu des hommes qui étaient incapables de parler, effectivement, pendant une émission. Mais ça, c'est l'angoisse du jeu. C'est vrai, je crois, pour tout jeu. C'est pas le plus dramatique, je pense. Le plus difficile, effectivement, c'est l'angoisse de l'équipe qui réalise et qui a à établir à chaque fois cette performance assez incroyable. Enfin, qui m'étonne, moi, toujours, c'est que déjà, on sait bien qu'en télévision et en radio, on peut avoir des pépins à 1 kilomètre de distance. Mais quand ça se fait par de tels relais, par un simple téléphone et à 6, 7 ou 8 000, moi j'admire beaucoup l'équipe. L'équipe qui réalise ça à chaque fois et le producteur qui a eu l'idée un peu dingue, à mon avis, de tenter ce pari à chaque émission. Parce que c'est un pari qu'on peut perdre à chaque fois. Oui, mais c'est quand même une idée superbe. Ah, elle est superbe. Et comme alors, là, comme joueur, puisque je suis autant joueur qu'animateur, je trouve ça formidable. Philippe de Dieuleveux, vous êtes celui qui est ailleurs, qui est à l'étranger. Et qui joue aussi beaucoup. Et qui joue aussi beaucoup. Parce que je le précise encore, il y a très peu de gens, et je les présenterai tout à l'heure, qui sont au courant de l'énigme. Vous partez là-bas, vous ne savez rien. Lorsque je monte dans l'hélicoptère, c'est pour aller se mettre en place pour la première image et je fais l'émission. Alors déjà en place, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que les producteurs choisissent un paysage qui soit quand même assez agréable à voir. Parce qu'au début de l'émission, vous savez que les candidats cherchent dans les bouquins qui sont un petit peu perdus. Donc dans ce cas-là, on a en démarrant déjà une très belle image vue d'hélicoptère. Bien, mais donc moi je monte dans l'hélicoptère et puis je découvre complètement, les candidats me disent allez à tel endroit, j'y vais avec le plus grand plaisir. Alors, parce que maintenant en plus de ça, je vous ajouter... Bien écouter, vous allez me dire, vous avez bien écouté ce que vous demande Philippe, et y aller le plus vite possible. Voilà, alors bien écouter, c'est également un gros problème parce que les liaisons ne sont pas toujours très bonnes, c'est vrai, et en plus de ça, j'ai le bruit de l'hélicoptère qui est quand même assez infernal. Je dois m'occuper du pilote, de la carte, éventuellement d'une boussole, de vérifier si le caméraman suit bien derrière, si la cassette est bien dans le magnétophone, parce que bien sûr, dans le magnétoscope, si elle n'y est pas, il faudra à ce moment-là couper un petit peu. Ça arrive, ça arrive. Voilà, ça arrive, oui, parce que absolument. Je vous ai interrompu, Philippe. Vous vouliez dire quelque chose tout à l'heure? Oui, non, je voulais dire que les débuts, les premières émissions étaient, disons, un petit peu pour tout le monde une grande aventure. Maintenant, c'est toujours une grande aventure, mais c'est une ambiance dans l'hélicoptère qui est fantastique parce que Jean-Yves Le Ménère, vous le disiez, Jacques-Antoine tout à l'heure, est formidable, mais également Bruno Delattre, Francis Simon et Thierry Pouget. On va les voir tout à l'heure car on a un petit film sur un de vos tournages. Alors Philippe, je vais vous demander, est-ce que vous êtes angoissé, inquiet, serein, tranquille? Parce que tout de même, présenter ou plutôt courir tout au long de l'émission, ça doit tout de même pas être évident. Je ne suis pas angoissé parce que c'est pas compliqué ce qu'on me demande. On me demande d'obéir, donc je veux dire, c'est pas difficile. C'est pas difficile, c'est vrai. Je monte dans un hélicoptère, aller à tel endroit, je regarde la carte, ok, pilote, on y va. Ça me semble évident. Moi, je serais déjà très embêtée. Bon. S'il n'était pas sourd, il n'y aurait pas de problème. Mais il est souvent sourd. Philippe de Dieuleveux, est-ce que quelquefois vous avez eu peur? Parce que tout de même, vous envoie dans des endroits où on vous attend pas toujours. On vous fait faire tout de même des balades dans des lieux un petit peu impressionnants. Non, j'ai pas peur. Je crois que je pense que mon caractère est fait pour ce jeu. Moi, je m'amuse beaucoup et j'ai envie d'aller justement là où je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, vous êtes un ancien de la course autour du monde. C'est cela, oui. Et qui a été repêché dans cette émission. Vous étiez déjà au journal, je crois, sur Antenne 2. Oui, je travaille comme journaliste d'image depuis 3 ans. Donc. Bien. Maintenant, je voudrais demander aux assistants, et qui ont un rôle très très important sur cette émission, de me dire un petit peu comment ça se passe. D'abord, la question qu'on se pose toujours, c'est nous, quand on est devant notre récepteur, tout est fait. À quel moment commencez-vous à travailler sur une émission?
Moi, je vais peut-être parler un peu plus que René parce qu'il a un problème de gorge. Oui. Vous êtes deux et vous faites la même chose sur des émissions différentes, c'est ça? C'est-à-dire que René s'occupe de l'équipe qui travaille avec Claude Savary et que je m'occupe de celle qui travaille avec Jean-Luc Pasquier qui partira ensuite sur le tournage. Bien. Notre problème, c'est d'aller sur place, de repérer les lieux où vont se dérouler l'émission à partir de l'énigme qui aura été préparée à Paris avec Jacques-Antoine. Oui. C'est donc d'aller sur place et d'être sûr que tout va fonctionner, qu'on pourra se poser à tel endroit et que les lieux correspondent bien au texte préparé. C'est vous qui montez le jeu de piste sur place, en quelque sorte. Une préparation du jeu de piste sur place. Et vous vérifiez que tout ce qui a été imaginé par Jacques-Antoine est... C'est ça, correspond bien à la réalité des lieux, à l'image qu'on en avait à Paris. Là, vous faites donc un premier voyage bien avant l'émission. Bien avant l'émission, pour aller sur place avec les choses qu'on a réunies à Paris. On a réuni dans les livres, etc., toute une documentation. Mais ça correspond rarement à ce qu'il y a sur place. Il faut donc souvent arranger un petit peu. Ouais. Et puis revenir avec Jacques, en reparler avec Jacques, et puis à ce moment-là, les autres sont prêts à partir. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous déposez le trésor? Absolument. Déjà? Oui, absolument. Jamais personne n'est venu le prendre par hasard? Non, c'est pas encore arrivé. On prie chaque fois pour que ça n'arrive pas. Bien. Et vous faites la même chose, mais alors avec... Le travail que Jean-Hugues, je fais équipe avec Claude Savary, et donc c'est en général, Jean-Hugues ne l'a pas dit, mais c'est 1 mois et demi, 2 mois avant que les émissions ne se réalisent vraiment, qu'il faut donc aller dans le pays pour vérifier. Il y a une chose que j'aimerais que vous me précisiez tous les deux. Le jour de l'enregistrement de l'émission dont vous vous êtes occupé, vous n'êtes jamais là-bas. Vous êtes à Paris. Nous sommes à Paris et nous sommes en compagnie de Jacques-Antoine sur le studio avec donc les candidats, Philippe Gildas. Alors que vous deux, les réalisateurs, au contraire, vous partez avec l'équipe qui est à l'extérieur, à l'étranger. Alors Claude Savary, j'aimerais d'abord que vous m'expliquiez ce que cela représente comme organisation, comme travail pour un réalisateur d'être sur le point extérieur par rapport au studio. D'abord, je sais que vous m'avez préparé pendant le week-end un petit dessin. Oui, j'aimerais vraiment que vous nous le montriez pour qu'enfin on comprenne clairement ce qui se passe. Je vous ai préparé un petit dessin parce qu'on dit souvent qu'un petit croquis vaut mieux qu'un grand discours pour vous expliquer justement en réponse à votre question comment ça fonctionne et ce que je vais faire sur place avec l'équipe technique. Si vous voulez symboliser, ici de ce côté-ci du dessin, nous avons Paris, le studio de Paris avec Philippe et les deux candidats. Et du côté, sur ce côté-ci de l'image, j'ai marqué l'Australie pour bien marquer que nous sommes loin. Et vous savez qu'on va très loin, qu'on va à l'autre bout du monde. Et là, il y a l'équipe extérieure, symbolisée par évidemment l'hélicoptère et Philippe de Dieuleveux. Alors, Philippe de Dieuleveux, vous l'avez peut-être déjà remarqué dans les émissions, il a une espèce de boîte noire. Je l'avais pas reconnu tout à l'heure. Vous l'avez pas reconnu parce que il lui manquait son cadre. il a une petite boîte noire sur la poitrine avec une antenne. C'est un émetteur-récepteur de radio. Lorsqu'il parle dans son micro, cet émetteur-récepteur envoie sa voix dans un relais radio qui se trouve dans un petit avion léger qui vole au-dessus de lui et qui fait des ronds au-dessus de lui. Parce qu'en plus de l'hélicoptère, vous disposez d'un avion qui est un relais radio sonore. Oui, de cet avion, la voix de Philippe va partir vers un point haut, ce que nous appelons notre station de base, qui est une grande antenne que nous installons sur le lieu de l'émission, disons dans un point élevé pour obtenir la meilleure liaison possible au point de vue radio. Et à cet endroit-là, au pied de cette antenne, eh bien, nous avons un téléphone, tout bêtement un téléphone. Et ce téléphone, il est relié au studio à Paris. C'est ça la grande astuce. C'est bien ce qu'on dit tout à l'heure. La grande astuce, c'est qu'il se passe un jeu au téléphone. Au téléphone. Bien entendu, Philippe de Dieuleveux ne sait pas trop ce qui se passe à Paris, si ce n'est que par ce que lui dit Philippe Gildas. Et en revanche, Philippe Gildas ne voit rien. Il ne sait que ce qu'on lui dit. Mais par contre, Jacqueline, lorsque cette voix qui est passée par son petit émetteur, l'avion, la station relais de base et la ligne téléphonique à l'oreille qui peut nous ramener depuis l'Australie, par exemple sur ce dessin jusqu'au sud de Boulogne, eh bien elle arrive ici dans un haut-parleur et Philippe Gildas et ses deux concurrents entendent fort bien par ce haut-parleur la voix. Bien, vous n'êtes pas tout si, ça marche quand même relativement bien. C'est un miracle à chaque fois. C'est un miracle à chaque fois. Mais c'est vrai que la télévision est un miracle renouvelé de toute façon. Oui, c'est vrai que j'aurais dû ajouter tout à l'heure que l'une des grandes difficultés, effectivement, c'est que lui, d'une part, n'a même pas idée de la tête qu'ont les concurrents. Et il va découvrir les concurrents le jour où l'émission est diffusée sur Antenne 2. C'est-à-dire ça fait un mois qu'elle est tournée, ou une semaine, ou peu importe. Une semaine ou 3 mois, peu importe, mais il découvre, il les voit en même temps que les téléspectateurs. Et nous, en plateau, c'est-à-dire les candidats vont voir les images en même temps que moi à la télévision quand ils se verront gagner ou perdre. Mais nous n'avons rien vu avant, absolument rien vu. Claude Savary, comment vous rendez-vous sur les lieux du jeu ? Je vais vous surprendre, on y va en avion. On y va en avion, mais avec un avion un peu particulier parce que nous louons un petit jet
Ça semble un peu onéreux au départ, mais en fait, les comptes sont bien faits. C'est quand même la chose la moins onéreuse pour transporter à la fois tout ce matériel que vous voyez sur l'image maintenant, ces stations relais de radio, la station de base radio, car si le matériel est relativement léger en ce qui concerne le caméraman et l'homme du magnétoscope, et le petit relais radio de Philippe de Dieuleveux, la station de base et le relais radio qui sera dans le petit avion qui va survoler l'ensemble de l'émission, c'est quand même beaucoup de matériel, c'est pratiquement 700 kg de matériel. Alors nous embarquons tout ce matériel et l'équipe technique dans ce petit Learjet, vous le voyez, il est 5 h du matin au projet, on va partir et toute cette équipe part pour un pays lointain qu'en général elle n'a jamais découvert ou connu avant et elle ne sait absolument pas ce que sera l'énigme, ce que sera le trésor à chercher. On part dans la nuit, en plein brouillard pour l'autre bout du monde. Évidemment, on disait tout à l'heure, il manque un certain nombre de vos collaborateurs sur cette émission. Ce sont ces fameux hommes de l'équipe technique qui est sur place à l'étranger. Alors, vous avez très gentiment apporté un film où vous nous les présentez, les uns et les autres. J'aimerais qu'on les voit maintenant. Oui, c'est un film qui a été fait par nos amis d'Audiofilm, de la télévision suisse, et qui nous avait filmé un jour, voilà. Pour la chasse au trésor. Alors c'est peut-être, je crois, le moment de vous montrer à la fois ceux qui sont devant la caméra et derrière la caméra, ceux que vous ne voyez pas. Alors il y a tout d'abord, bien entendu, le pilote de l'hélicoptère. Le pilote de l'hélicoptère, c'est Jo Pouget, qui est suisse, puisque nous sommes à Sion, et qui, avec son hélicoptère, va nous emmener partout où les candidats le demanderont. Merci Jo. Nous avons évidemment Philippe de Dieuleveux, le reporter. Lui, vous le connaissez bien, vous le voyez à toutes les émissions. Il est l'homme qui court, l'homme qui cherche le trésor pour les candidats. Mais avec lui, il y a deux garçons très importants. C'est ceux qui font l'image. Il y a Jean-Yves Le Ménère, que vous voyez d'habitude au début de l'émission, que je vous présente, avec sa caméra. Et nous avons Patrick Simon qui lui est en charge de tout ce qui est le Francis Simon, qui est en charge de tout ce qui est vidéo, du magnétoscope. Alors dites-vous que lorsque vous voyez Philippe courir, eh bien il y a derrière Jean-Yves et Francis qui courent eux aussi derrière. Et ils sont en plus chargés de cette caméra et de ce magnétoscope. Alors eux aussi, l'exploit sportif pour eux n'est pas une petite affaire. Et lorsque nous avons fini avec l'image, eh bien il y a maintenant le problème du son. Le problème du son, c'est la liaison entre l'hélicoptère, c'est-à-dire Philippe de Dieuleveux, partout où il se trouve, et le studio de Paris avec les candidats et Philippe Gildas. Eh bien cette liaison est assurée par Patrick, qui lui assure tout ce qui est liaison radio, avec une station de base qui se trouve là aujourd'hui à Savièse, au-dessus de la région de Sion. Et entre l'hélicoptère et la station de Savièse qui, elle, est liée à Paris par une liaison téléphonique normale, nous avons un avion relais pour permettre que la liaison se fasse toujours bien entre l'hélicoptère et cette station de Savièse. Et dans cet avion, qui est piloté par Peter est suisse, comme le pilote de l'hélicoptère, dans l'avion de Peter, il y a une station radio relais. Voilà tout le système tel qu'il se présente. C'est un système assez lourd, mais fiable, et qui nous permet, chaque semaine, d'être dans un pays différent tout autour du monde pour faire cette chasse au trésor. Oui, ce jour-là, d'ailleurs, en Suisse, nos amis de la télévision suisse avaient un deuxième hélicoptère et ils ont filmé notre hélicoptère pendant toute l'émission de Sion. Ils nous ont littéralement suivis comme des chiens de chasse pendant les 45 minutes du jeu à Sion. Alors vous voyez, l'hélicoptère est sur son aire de départ, prêt à partir, avec Philippe, le pilote, et le caméraman Jean-Yves Le Ménère et Francis Simon, l'homme du magnétoscope. Ils sont partis, ils montent à près de 3000 mètres d'altitude. Vous voyez ce petit point blanc qui monte au-dessus du barrage, c'est l'hélicoptère. Il franchit le barrage de la Grande Vixence et maintenant, sur les ordres des candidats, il se rend vers un autre lieu qui, je crois, va être le château de Valère, dans la vallée, au pied de ce magnifique massif des Alpes. Alors, on voyait la caméra de Jean-Yves Le Ménère qui filme en permanence, car la caméra n'arrête pas de tourner, n'arrête pas de filmer pendant toute la durée du jeu. Et on arrive à proximité du château de Valère, où les candidats ont demandé à Philippe de Dieuleveux d'atterrir pour essayer de quémander, d'avoir quelques renseignements sur l'histoire de la région, pour essayer de découvrir où se trouve le trésor. Ce que ne verront pas les quelques 100 millions de téléspectateurs qui, à travers le monde, suivent la chasse au trésor. Cela pourrait s'appeler les coulisses de l'exploit, un exploit qui se renouvelle chaque semaine dans un pays différent. Aujourd'hui, c'est la Calédonie qui a été choisie, une publicité inespérée pour le territoire. 9h30 à Magenta, Philippe de Dieuleveux s'apprête à partir pour le Mankoki. C'est là que commencera l'émission. 3 trésors seront à trouver, mais l'animateur n'est pas dans le secret. Ils sont d'ailleurs très peu nombreux à être au courant. C'est Luc Chevalier qui a préparé les énigmes et qui a été le conseiller tout au long de la préparation de cette émission, préparation qui a duré 4 mois. Rien n'a été laissé au hasard par le producteur, même la coutume, si l'équipe venait à se poser en tribu. Avec Philippe de Dieuleveux, un caméraman dont la tâche n'est pas facile, un technicien. L'hélicoptère a été aménagé spécialement pour l'émission.
Tout au long de son déroulement, un Cessna survolera l'appareil. Il sert de relais radio entre l'équipe de reportage et le poste de commandement installé dans la nouvelle tour de contrôle de Magenta. L'hélicoptère de la gendarmerie est aussi dans le coup. Il emmène avec lui une moto qui pourrait être fort utile à Philippe de Dieuleveux lorsqu'il sera quelque part dans la chaîne. La première énigme a trait à la mine de Carola. Philippe de Dieuleveux doit retrouver le pic d'un pionnier. Il n'a pas d'autres indications et comme il survole la tribu de Saint-Louis, il décide de s'y poser pour demander à quelqu'un de l'aider. Nous sommes ici en pleine émission et il n'est pas possible à notre reporter d'images de s'approcher afin de ne pas en perturber le déroulement. Le chef de la tribu accepte de servir de guide et monte à bord de l'hélicoptère. À 20 000 km de là, dans un studio d'Antenne 2 à Paris, deux candidats de nationalité suisse dialoguent en direct avec Philippe de Dieuleveux, mais sans voir les images qui seront calées plus tard à Paris. Là-bas, il est minuit 30 et le cerveau se trouve dans la tour de contrôle de Magenta. Le producteur est en liaison constante avec Paris, l'équipe sur le terrain et le Cessna. Les candidats n'ont su que quelques minutes avant l'émission que la Calédonie en serait le thème. Mais ils auront bien des difficultés et ne trouveront le premier trésor qu'après seulement 22 minutes. Il restera peu de temps pour la recherche des deux autres et c'est de justesse qu'ils découvriront la deuxième énigme à bord d'une épave. D'abord, je suis un petit peu énervé, là, vous avez vu, il y a une tension, hein. C'est une folle aventure pendant 1 heure. Hein. Donc on est tous tendus pendant 1 heure, on donne le maximum, c'est l'aboutissement de 4 mois de travail, de 4 mois de négociation, pas toujours facile. Tout est arrivé à être prêt au jour J, à la minute prévue. Et puis, c'est la magie du direct, car on travaille en direct. Il n'y a pas de montage, cette émission dure 1 heure et elle s'enregistre pendant 1 heure. Alors, un peu déçu quand même parce qu'on a eu 2 candidats. J'aime beaucoup la Suisse, c'est un pays merveilleux. On n'a pas eu de chance. On a eu des candidats qui n'étaient peut-être pas dans le coup. Il faut expliquer qu'il était minuit et demi quand on a commencé cette émission ici en Nouvelle-Calédonie. Il était minuit et demi à Paris. Les candidats devaient peut-être être fatigués, ils avaient peut-être voyagé en train, je ne sais pas, pour venir. Enfin bref, ils n'étaient pas dans le coup. Ils ont mis beaucoup trop de temps à réagir. Et Luc Chevalier, qui a préparé cette émission avec moi, je crois qu'il était aussi déçu que moi. On avait tellement envie de montrer ce joyau. Il nous a tellement vendu la Nouvelle-Calédonie. On est tellement devenus amoureux de la Nouvelle-Calédonie. On est un petit peu déçus, quoi. Ce que je fais, il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire. Bon, j'ai été choisi pour le faire, tant mieux, très bien, tant mieux pour moi. Mais il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire ce que je fais, il n'y a aucun problème. Où va se dérouler la prochaine chasse au trésor maintenant, dans quel pays? Nous repartons sur Paris et puis fin janvier, on va prendre un petit peu de repos pour les fêtes. Fin janvier, nous allons en Sicile, au Maroc, en Espagne et puis après nous partons à Cuba et aux États-Unis. Cette émission devient de plus en plus une grande aventure. Hein. C'est plus un quiz comme on dit en Amérique, c'est un game show, un grand spectacle. Hein. C'est l'idée de Jacques-Antoine, c'est de faire maintenant des jeux, d'en plus faire des petits jeux comme j'aime beaucoup les chiffres et lettres, mais c'est un petit jeu. La chasse au trésor, c'est un spectacle, hein, la culture et du spectacle. Or là, les candidats nous ont remis dans le cadre d'un petit jeu bébête et stupide, et c'est dommage, parce que Philippe avait envie de donner l'énergie qu'il a dans le ventre, et il a été bridé par des gens qui ne sont pas des showmen.